bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Taisez-vous. Comme d'habitude, je suis accompagné du légendaire docteur Laura Lambert. Bonsoir. Ça va Laura ? Oui, ça va et toi ? Ouais, très bien, merci. Je suis plutôt en forme. J'espère que j'aurai une voix plus réveillée que la dernière fois. Je dis ça à chaque épisode, mais bon, on verra ce que ça donne. Ça m'a pas traumatisé, c'est que ça allait en vrai. Ouais. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Ferdouz Thalys Belfodil. C'est ça. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Mais ouais, tu nous viens directement de Paris là, c'est ça ? Exactement. Pas trop long le trajet, pas de galère ? Non, j'ai l'habitude puisque je supervise un établissement là pour personnes en situation de handicap psy sur Bordeaux. Donc je viens une fois par mois, donc je connais plus ou moins. Je commence à connaître bien la ville, quoi. Ok, tu aimes Bordeaux ? Un peu moins que Paris, quand même. Aïe. Bon, on va peut-être arrêter cette interview dès maintenant. J'adore Bordeaux. Bordeaux, c'est the place to be. Tout le monde adore Bordeaux. On adore. Et donc toi, tu viens nous parler de ta thèse en psychologie que tu fais dans l'université de Paris-Cité. C'est ça. Tu es sous la co-tutelle de Laurent Mautron et Émilie Cap. C'est ça, Laurent Mautron qui est à l'université de Montréal. Ok. Voilà, et qui est médecin, psychiatre et addictologue à l'hôpital des Trois-Rivières de Montréal. Ok. Voilà. Et donc l'intitulé exact, c'est Capacité spéciale, emploi en milieu ordinaire et bien-être dans l'autisme à l'âge adulte. Exactement. C'est ok, ça. Trop bien. Donc un sujet qu'on n'a encore jamais traité ici. Donc on est très content. On va pouvoir parler de cette pathologie et de où en est la recherche dans ce domaine. Donc pour commencer, en général, on revient d'abord sur ton parcours. Oui. Donc qu'est-ce que tu as fait dans tes études ? Qu'est-ce qui t'a poussé à arriver là où tu en es aujourd'hui et à t'intéresser à ce sujet ? C'était quoi ton master ? Voilà, c'est... Ouais. Alors, ce qui m'a poussée essentiellement, c'est parce que je suis du coup la grande sœur d'une personne autiste. Donc, c'est mon petit frère qui a été mon principal leitmotiv. Donc, j'ai fait une licence en psychopathologie au Canada, à l'Université Laval. Puis, je suis revenue du coup à Paris où j'ai pu faire un master donc, de psychologie sociale, parce que j'adore la psychosociale. Mais par contre, dans le cadre du master, j'ai toujours fait des stages et des mémoires de recherche en psychopathologie sur l'autisme. Donc j'avais l'aspect un peu théorique de la sociale et puis j'avais la pratique en psychopatho. Donc j'ai fait un stage au laboratoire de psychopathologie et processus de santé dans lequel je travaille aujourd'hui sur l'autisme et j'ai fait aussi des mémoires de recherche également sur l'autisme. Et donc j'ai fait mon master 1 et master 2 à l'université Paris Descartes, qui s'appelait Paris Descartes à l'époque. Okay. Et puis après, donc j'ai été diplômée. Donc dès que j'ai été psy, j'ai d'abord travaillé dans des dispositifs en tant que psychologue, des dispositifs qui s'appellent les PCPE, des pôles de compétences, qui géraient en fait tous ces retours de personnes autistes qui étaient parties en Belgique pensant que ça allait être l'Eldorado et qui sont revenus un peu déçus parfois des prises en charge. Donc c'était des cas très complexes avec beaucoup de comorbidités psy, etc. Et donc il fallait prendre en charge et donc accompagner. Puis après j'étais cadre de santé dans un service qui intervient auprès des enfants qui ont une suspicion de trouble neurodéveloppemental, donc qui étaient âgés entre 0 et 12 ans. Okay. Donc j'ai ouvert ce qu'on appelle les PCO, c'est les plateformes de coordination et d'orientation. Donc j'ai ouvert celle de Paris, je suis restée 3 ans. Et puis j'ai été directrice ensuite d'établissements médico-sociaux. Donc d'une plateforme de diagnostic autisme et d'une autre PCO dans le 92 à Boulogne. Je ne suis pas restée longtemps, je suis restée un peu moins de 6 mois. Et puis j'ai un peu été déçue par le médico-social, disons. Et puis donc après, à ce moment-là, j'ai décidé de faire essentiellement que de la recherche. Donc je me suis inscrite en doctorat pour faire du coup une thèse sur le sujet qui me motive depuis gamine. Comment de tels profils peuvent coexister, des personnes avec des compétences extraordinaires tout en ayant un déficit au niveau de l'autonomie, de la communication, du traitement de l'information, etc. Et donc en parallèle, j'ai toujours été enseignante du coup à l'université depuis 2018. Donc ça, j'ai jamais lâché.
J'ai toujours eu un pied dans l'emploi. Parce que les PCO, c'était des établissements publics ou privés ? Ouais, c'est du public. Okay, c'est dans le cadre de la stratégie nationale pour les troubles neurodéveloppementaux. Okay. Donc l'idée, c'était de former tous les médecins de première ligne et de deuxième ligne au dépistage précoce, au diagnostic, puisque c'est pas dans la formation initiale des médecins. Ouais. Et du coup, donc ils ont créé ces plateformes-là pour, et d'une part, dépister auprès des PMI, des crèches, des écoles et compagnie, et en même temps qui donnaient des formations aux médecins de première et deuxième ligne. Donc on avait 2 objectifs. Ok. Voilà. Du coup, les gens ils vont se demander si t'as pas 2500 ans vu le nombre de choses que t'as fait. Mais tout le monde me demande ça à chaque fois. Mais j'ai eu combien de vies ? J'ai commencé très tôt. Okay. Moi, mon frère a été diagnostiqué, j'avais 10 ans. Okay. Et ça m'a juste passionnée. J'accompagnais mes parents, puisque son profil était aussi particulier. C'est qu'il parlait, il était à fond dans les interactions sociales, il n'avait aucun retard ni rien. Et d'un coup, il a eu... c'est un tout petit... Il y a très peu d'études encore sur ces profils-là où il y a une régression soudaine. C'est arrivé plus tard. Okay. Il y a une fièvre, il y a quelque chose, et on ne sait pas trop. Mais d'un coup, le lendemain, il n'a plus parlé, il n'a plus rien fait. Okay. Donc c'est très intriguant pour la grande sœur que j'étais. J'étais très proche de mon petit frère, je le suis toujours d'ailleurs. Donc on veut comprendre en fait pourquoi en tant que gamine de 10 ans, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Il me parlait hier, aujourd'hui il parle plus. Donc voilà, j'ai commencé très tôt, j'ai tout de suite su ce que je voulais faire très tôt, on va dire. Donc, alors je rebondis sur un truc avant qu'on passe à des trucs un peu plus spécifiques. Tu as mentionné des champs de la psychologie, mais tu es la première personne qui vient de ce cursus qu'on reçoit. Du coup, c'est quoi la psychologie santé ? C'est quoi la psychopathologie ? C'est quoi les différences ? C'est quoi les parcours qu'il y a dedans ? Alors pour moi, sincèrement, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi on les distinguait autant. Moi, donc j'ai fait une licence de psychopathologie et j'ai fait un master de psychologie sociale parce que j'ai toujours été intéressée par l'impact des connaissances qu'on pouvait accumuler dans des cursus classiques en clinique, quoi. Et je me suis toujours dit pourquoi on n'a pas tant de ça, de formation en psychologie sociale, puisque ce qu'on apprend finalement, on peut très bien le transposer et permettre... typiquement, je vais être plus concrète, les théories de l'engagement, par exemple, en psychologie sociale, où on a plein de techniques comme ça pour faire s'engager des professionnels ou même des personnes de notre entourage dans des actions pérennes. Je me suis toujours dit pourquoi on les utilisait pas en santé ou en clinique pour faire s'engager des patients dans telle prise en charge, ou faire s'engager des parents qui peuvent parfois décrocher certains suivis. Pourquoi on ne les utiliserait pas justement pour faire en sorte que les parents viennent régulièrement au rendez-vous et qu'ils puissent appliquer ce qu'on leur recommande comme guidance. Voilà, des choses toutes simples où je trouvais que la psychologie sociale aidait vachement. Donc moi, j'ai eu beaucoup de mal à faire qu'une seule discipline. Je trouvais que c'était plutôt des enjeux, j'allais dire, plus politiques associés aux universités, où par exemple, moi j'ai eu beaucoup de mal quand j'étais en master de psycho à faire un stage en psychopathologie. Je comprenais pas pourquoi on me disait non, il faut pas... psychosocial, tu restes au labo de psychosocial, tu vas pas au labo de psychopatho. Donc j'ai dû me défendre à l'époque devant les directrices des labos pour dire vous travaillez aussi sur la cognition sociale dans la psychosociale. Je travaille sur l'autisme. L'autisme affecte les cognitions sociales. Je vois pas pourquoi on m'interdit, je comprends pas. Donc j'ai un peu bataillé, puis après ils ont accepté. Donc, mais c'est toujours... il faut toujours mettre beaucoup d'énergie en fait pour justifier. Et j'ai trouvé ça un peu aberrant pour des psys et des maîtres de compte, des profs, de devoir justifier pourquoi je veux faire un stage en psycho en fait, tout court. Nous, on a énormément cloisonné en termes de neurosciences, et on n'avait pas on a vu aucun prof qui était psychologue. Aucun. Nous aussi, en fait. On avait des médecins, on avait des psychiatres qui donnaient des cours dans notre master. On avait des neuroscientifiques qui donnaient des cours dans le master de psycho, mais on n'a jamais eu de psychologue qui est venu chez nous. Mais pareil, c'est toujours la même chose. C'est toujours pareil actuellement. C'est hyper cloisonné c'est hyper cloisonné. Politiques. Je pense que c'est des raisons qui dépassent c'est pas des raisons pratiques, et en fait, c'est même pas intuitivement. On se demanderait pourquoi on dit que ce champ-là et ce champ-là ne peuvent pas parler de la même chose. C'est un peu bizarre. Donc, voilà. C'est sûr. On va peut-être commencer par ton sujet de thèse, les mots. On va commencer peut-être par la base. C'est quoi l'autisme ? Selon qui et selon quoi ?
Selon le champ dans lequel tu t'inscris pour ta thèse, on va dire. Dans le champ dans lequel je suis, c'est moi je prends la définition de la CIM-11, donc la classification internationale des maladies, qui est publiée par l'Organisation mondiale de la santé. Donc il a défini tout récemment en 2021-22 comme un trouble neurodéveloppemental qui débute dans la petite enfance et qui affecte des cognitions sociales, notamment la communication sociale, qui implique des intérêts restreints, répétitifs, et parfois qui a souvent un impact sur la durée, donc qui va altérer le fonctionnement global et social de la personne et qui affecte toutes les dimensions de la personne, donc son travail, ses relations sociales, ses relations avec les proches, etc., etc. Et ça se déclenche qu'à un plus jeune âge, du coup, ça ne peut pas apparaître une fois adulte. Alors non, justement, c'est même une certitude. Un trouble neurodéveloppemental, c'est un trouble qui débute déjà dans la période avant la naissance, et donc et qui peut avoir un déclencheur spécifique. On est capable de dire, OK, pour tel type d'autisme-là, on peut dire qu'il est d'origine génétique, par exemple. Okay. Mais bien souvent, l'écrasante majorité des cas, c'est quand même multifactoriel. Et on n'est pas capable de déterminer quel est le facteur, contrairement, par exemple, au trouble neurodéveloppemental qui s'appelle le SAF, le syndrome d'alcoolisme fœtal, où lui, on sait très bien que c'est l'alcool qui est en cause, du retard de développement, etc. Mais pour l'autisme, très souvent, c'est multifactoriel. Mais une chose est sûre, c'est qu'il se développe évidemment dans la toute petite enfance, et qu'on est autiste ou on est TDAH ou on est avec une déficience intellectuelle. Contrairement au trouble psy qui, lui, apparaît souvent parfois à l'adolescence, à l'âge adulte, et dont les déclencheurs sont parfois environnementaux, même s'il y a des prédispositions génétiques qui font qu'on est un peu plus vulnérable que d'autres à certaines pathologies. Mais pour les TND, non. Enfin, on est avec... on l'attrape pas comme on attraperait un rhume, quoi. Ouais. Juste simplement, le diagnostic pourrait se faire éventuellement tard. Et ça, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est une autre affaire, ça. Ouais. Et tu parles de plusieurs types d'autisme. Du coup, c'est quoi ? Il y a des grandes catégories ? Alors, avant, oui. À l'époque de Kanner et de Hans Asperger, il y avait on appelait les autistes d'Asperger, qui, lui, donc médecin autrichien, qui étudiait cette population-là, mais sur des enfants. Je crois qu'il avait 11 enfants, ou qui avaient des profils dits élevés, des profils ayant un quotient intellectuel sans doute peut-être aux alentours de 130. On ne sait pas trop comment il les a mesurés, mais la population qu'il a étudiée, c'était des personnes qu'on dit verbales, enfin on dit plus... Ça, maintenant, on parle de personnes oralisantes, donc qui parlaient. Okay. Et puis, dans le même temps, aux États-Unis, on avait Léo Kanner qui, lui, étudiait des enfants ados, mais qui n'avaient pas le langage. Cependant, même si il a étudié ces profils-là, il a quand même dit qu'ils avaient une intelligence qui était normale, voire supérieure à la nôtre. Simplement, c'est les instruments de mesure que l'on a qui ne sont pas adaptés pour évaluer leur intelligence. Et du coup, aujourd'hui, il n'y a plus trop de catégories normales. Enfin, je veux dire, scientifiquement parlant, il n'y a plus de catégories, donc pour répondre à ta question. Mais dans les représentations sociales, on parle encore de syndrome d'Asperger. On dit que lui, il est autiste Asperger. On dit un peu moins qu'il est autiste de type Kanner, parce qu'il faut un peu connaître, mais souvent, on les distingue. Je l'avais jamais entendu, celui-là. Ouais, on l'entend pas trop, mais Asperger, on l'entend beaucoup, puisque la masse média met plutôt en avant ces profils-là, dans Good Doctor, dans machin. C'est ces profils-là qui sont... Moi, j'avais fait mon TP au lycée sur le syndrome du savant, justement. Oui, tu me disais, Ça remonte. Et du coup, on avait parlé d'autiste Asperger, parce qu'on avait pris des exemples de journaux de vulgarisation scientifique pour comprendre. Enfin, quand t'es en première, tu veux dire que tu avais fait un travail de qualité pour ton TPE? On avait fait la neuroanatomie, on avait fait la génétique. On avait fait, on avait discuté du coup des différents types d'autisme, comme c'était catégorisé. Bon, c'était il y a 15 ans, donc je pense que c'était un peu valide à ce moment-là. Et de la portée philosophique qu'on pouvait amener si jamais tout le monde avait les capacités développées par ces personnes. T'imagines? Incroyable. On avait eu 19. C'est bien au lycée. Le plan est sexy. J'attends de voir le contenu de chaque partie. Tu l'étais avec Anna? Ouais, je crois. Bon, on le rendra public et chacun fera son avis. Oh là, quel enfer. Je pense que si je revois ce que j'ai fait en neuroanatomie, je vais péter un câble. Mais du coup, il n'y a plus de catégorie
avec le DSM-5 qui l'a catégorisé en trouble du spectre de l'autisme, puisqu'on s'est rendu compte, donc DSM-5 c'est à peu près 2012-2013, hein, c'est le manuel américain qui classifie les troubles mentaux. Nous on utilise plutôt la CIM-11, la classification internationale, mais quoi qu'il en soit, ça reste TSA, donc trouble du spectre autistique, parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait se situer à un moment donné de sa vie dans un niveau du spectre, niveau du spectre, et puis avec des interventions ou pas, soit un peu régressé, soit donc c'est changeant dans le. C'est pour ça qu'on parle de spectre aujourd'hui. Donc il faut quand même qu'il y ait un peu de temps pour que ça rentre dans la tête de la société en règle générale, du grand public, et qu'on parle de spectre autistique, mais il n'y a pas de catégorie à proprement dit. Mais il y a des catégories au niveau de la sévérité. Donc du coup, c'est la population que j'étudie. On appelle les autistes sévères, mais parce que le DSM-5, donc lui, classifie 3 types de sévérité associées à l'autisme. Donc la sévérité légère, moyenne et forte. Et ces niveaux de sévérité, effectivement, vont donner un peu la nuance de l'autisme que vous portez. C'est un peu la quantité de dysfonctionnement que tu vas avoir qui va expliquer... En fait, c'est pas forcément la quantité de dysfonctionnement, c'est on reste sur les critères diagnostiques, troubles de la communication et intérêt restreint stéréotypé. C'est à quel niveau, à quel degré ces 2 critères sont impactés. À quel niveau tu as un déficit en communication. Est-ce que tu parles pas du tout ? Et du coup, il faut tout un aménagement avec des pictogrammes, langage des signes, des choses comme ça pour discuter avec toi. Est-ce que tu parles un petit peu, mais ton langage, il n'est pas fonctionnel, c'est-à-dire il ne sert pas à communiquer. Tu vas être dans l'écolalie, tu vas juste répéter des phrases ou tu vas dire un mot, mais qui ne va pas forcément te servir. Par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle l'inversion pronominale. Au lieu de dire je suis triste, je vais dire tu es triste. Mais parce que du coup, c'est au niveau de la compréhension réceptive, il y a tellement de déficits que la personne, elle parle, elle dit des mots, mais ils sont pas fonctionnels. En fait, ils savent pas son interlocuteur, il ne comprend pas. Ou est-ce que du coup, est-ce que tu as une communication qui est fonctionnelle et qui est du coup pertinente, et dans ce cas-là, tu as un niveau de sévérité qui est léger. Voilà. Et il y en a qui ont que des dysfonctionnements sociaux avec une communication complètement quasiment normal, quoi. On peut pas distinguer au niveau de la communication. En fait, au niveau, ces profils-là, en fait, ils donnent le change et ils mettent en difficulté beaucoup de professionnels puisqu'ils donnent l'impression qu'ils comprennent très bien, puisque le langage expressif est très bien. Et en fait, dès que tu commences à creuser un petit peu plus... Dès que tu as des interactions sociales, ça devient complètement bizarre. C'est ça. Dès que tu commences à essayer de discuter sur qu'est-ce que tu aimes, plutôt sur le versant émotion, habileté sociale, là, en fait, tu les perds complètement. Et pourtant, ils maîtrisent... Ils ne comprennent pas les codes sociaux. Ils peuvent avoir un français léché, comme on dit, mais honnêtement, quand tu veux avoir une conversation un peu plus approfondie, c'est là où tu vois qu'au niveau réceptif, on n'y est pas du tout, quoi. Et du coup, en termes de symptômes, c'est ces 2 grandes catégories-là, les plus importantes, les troubles de la parole et des interactions sociales. Troubles de la communication sociale, exactement. Et est-ce qu'il y en a d'autres en cognition, le reste de la cognition, tout ce qu'on mesure avec le... Il y en a beaucoup au niveau de la cognition. Alors, on sait qu'il y a au niveau de la mémoire, on sait que la mémoire de travail, c'est une mémoire qui est assez déficitaire chez les personnes autistes. Contrairement à la mémoire sémantique, par exemple, ou épisodique, on voit qu'ils ont des hauts scores quand on les évalue. Si tu commences à parler des différentes mémoires, il va falloir les définir. Et là, tu te lances dans quelque chose. Non, mais t'inquiète. Je peux, mais c'est pas. Enfin, la mémoire de travail, on la catégorise dans les mémoires à court terme. Donc, c'est la mémoire qui nous permet d'exécuter une tâche. Typiquement, quand vous êtes à l'école primaire et que vous écoutez la maîtresse vous donner une dictée, vous devez garder en tête la phrase qu'elle vient de dire, puis la réécrire. Et le temps de la garder en tête, le temps de stockage, il varie d'une personne à une autre, mais globalement, et c'est quand même une moyenne, on a un empan, ce qu'on appelle l'empan amnésique, c'est d'1 minute 30. On peut garder cette information en moyenne 1 minute 30, et on peut garder en moyenne 6 à 7 informations.
Et du coup, cette moyenne-là, on voit que les personnes autistes, lorsqu'elles sont évaluées sur ça, lorsqu'on leur donne une consigne, en fait, elles la gardent très très peu de temps en mémoire, du coup en stockage. Elles perdent l'information rapidement et du coup elles sont perdues, quoi. C'est pour ça peut qu'elles expliquer beaucoup les difficultés de compréhension quand on se parle, parce qu'en fait, si je suis capable de te répondre à ta question et d'écouter ce que tu dis, c'est parce que je l'ai gardé en tête. Exact. Mais après, si je te pose la question, je te dis Laura, il y a 30 minutes, qu'est-ce que je t'ai dit ? Enfin, il y a de fortes chances que tu ne te rappelles pas, puisque c'est une mémoire qui te sert pour le travail, pour exécuter une tâche. Et la mémoire épisodique, c'est la mémoire des événements passés, de ce qu'on fait, qui on voit, ce qu'on a mangé, etc. Et ils sont très, très forts là-dessus. On appelle ça aussi, pour eux, c'est une mémoire édétique. C'est une mémoire tellement précise de, par exemple, le jour où on s'est vu, je vais être capable de dire ce que tu portais, la météo qu'il faisait, ce qu'on a mangé. Et ça, on la retrouve beaucoup chez ces profils-là. Chez les personnes autistes. Beaucoup plus les souvenirs que... Les détails, et puis même au niveau de la perception, du traitement de l'information sociale. Au niveau des cognitions, on pourrait faire un truc juste sur ça, mais c'est très long. Mais ils ont un traitement de l'information extrêmement particulier, qu'ils ont un traitement de l'information en détail, plutôt justement qu'en global, un peu comme la Gestalt nous dit qu'on voit d'abord la forme avant le détail. Pour les personnes autistes, c'est le parfait opposé. Puis au niveau sensoriel, surtout, c'est encore autre chose. Il y a beaucoup d'hypersensibilité sensorielle, il y a beaucoup de problématiques au niveau de l'intégration sensorielle. Donc il va y avoir des réactions parfois qui sont exagérées. On a un peu le cliché de la sensibilité au bruit, à la lumière. Au toucher aussi. Au toucher, exactement. Mais il y en a qui vont être dans l'hyposensibilité, donc qui vont être en recherche de ça. Ça va être des enfants qui aiment beaucoup les jeux de lumière, faire tourner différentes lumières dans les yeux, qui écoutent la musique très fort, qui vont être en recherche sensorielle où ils vont se balancer très très fort. Ça, c'est parce qu'au niveau proprioceptif, il y a un déficit, et donc comme il y a un déficit, ils vont vouloir compenser ça, donc ils vont être dans l'hyperstimulation. C'est des profils très hétérogènes, et c'est assez technique, mais oui, au niveau sensoriel et cognitif, ils ont des profils différents. Pas moins bien, mais ils sont différents dans le traitement de l'information. Est-ce qu'on sait expliquer ça au niveau neuro? Qu'est-ce qui fait que ça soit qu'il y ait des trucs qui soient plutôt valorisés en termes de compétences, par exemple certains types de cognition versus la cognition sociale qui est vraiment à plat. En fait, il y a différents modèles neuroanatomiques notamment qui vont dire que en fait, ils sont arrivés avec des prédispositions au niveau génétique qui ont influencé toute l'organisation neuroanatomique, et qui font que, par exemple, il y a des études qui ont montré que les enfants neurotypiques, ils ont cette région dans le cerveau qui s'appelle la VWFA, qui est dédiée à reconnaître les caractères écrits, les chiffres, les lettres, etc. Et qu'en fait, cette région, elle est extrêmement sollicitée au début, dans les premières années de vie, et qu'en fait, on la sollicite un petit peu moins lorsque le langage apparaît. Et du coup, elle est vite remplacée par le langage, et c'est d'autres régions qui vont s'occuper du langage. On a remarqué que chez les enfants autistes, cette région qu'on appelle la boîte aux lettres du cerveau, elle reste hyper stimulée. Contrairement à d'autres régions qui restent, elles, pas suffisamment stimulées. Ces régions-là, c'est les régions du langage, notamment des conditions sociales. Et du coup, vu qu'elle reste hyper stimulée, il y a un intérêt comme ça, un peu intuitif, chez ces profils-là, vers les chiffres et les lettres. Ce qui fait que plus tard, c'est toujours les mêmes compétences extraordinaires qu'on arrive à retrouver chez ces profils-là 10 avant. Ça va être l'hyperlexie, la capacité de lire, déjà d'apprendre, d'avoir appris à lire très tôt et seul, et de lire très vite. Une page, ils peuvent vous la lire en 10-15 secondes. Et ça va d'autres choses, par exemple le calcul du calendrier, ça va être des profils que si vous leur dites quel jour on sera le 3 janvier 2069, ils vont vous dire tout de suite on sera jeudi, et effectivement ce sera jeudi. Mais par contre, à côté de ça, si vous leur demandez combien font 2 plus 5, ils seront incapables de vous donner le résultat. Et comment ils se sentent, là c'est perdu. Voilà. Et là c'est complètement mort. Voilà, Ok, donc on a parlé un peu des symptômes. Est-ce qu'on pourrait peut-être parler aussi des méthodes de détection du coup maintenant, comment on est aujourd'hui sur les diagnostics, parce qu'on sait que ça a tendance à aller dans le bon sens et que ça s'améliore, mais a priori c'est toujours pas parfait. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire de ça ?
Alors, ce que je peux vous dire, ce que la Haute Autorité de Santé dit dans le diagnostic de l'autisme, on a des outils déjà, pas forcément qui permettent de diagnostiquer l'autisme de manière précoce, parce que quand il n'y a pas encore le langage qui est instauré dans la première année de vie de l'enfant, c'est compliqué de déterminer quel est le trouble neurodéveloppemental concerné. On ne sait pas si le bébé à 9 mois il sera autiste, TDAH ou que sais-je, mais on sait qu'il a un retard de développement dans tel et tel domaine, donc on peut déjà intervenir. Et là, en règle générale, dans la première année de vie de l'enfant, c'est plutôt les outils qui mesurent le développement psychomoteur qui vont être à prioriser. Et ensuite, vers 1 an et demi, on a par exemple une échelle qui s'appelle le MCHAT, qui est recommandée par la Haute Autorité de Santé pour l'évaluation justement des premiers signes de l'autisme. Et par la suite, on a des échelles standardisées à partir de 2 ans, la CARS, on a plein d'autres échelles la DOS, parmi les plus recommandées, et l'ADIR, qui permettent de faire un diagnostic du coup de l'autisme. Le souci avec les diagnostics, c'est qu'il faut être formé. Et avant quel type de professionnel qui fait ça normalement ? Alors, en général, c'est les psychologues qui sont vraiment, vraiment en première ligne parce que ils sont habilités à faire ces passations-là. De toute façon, les éditeurs de ces tests-là, comme les éditions au greffe, par exemple, ne vous permettent pas l'accès ni à la formation ni à l'achat de ces tests-là si vous n'êtes pas psy, en fait, si vous n'avez pas aussi un numéro ADELI, un numéro RPPS maintenant. Mais du coup, une fois que vous avez passé cette étape-là du diagnostic, de l'évaluation pour les familles, je veux dire, eh bien, il faut la reconnaissance au niveau de la MDPH. Donc ça prend aussi du temps. Et en moyenne, en France, on est l'âge auquel on donne le premier diagnostic, c'est 4 ans. Ce qui est quand même... Ce que tu appelles la reconnaissance, c'est-à-dire... reconnaissance du trouble, du handicap, du coup. Parce qu'une fois que vous faites... en règle générale... quand on se lance dans un processus diagnostique, c'est pour être reconnu comme ayant une vulnérabilité. Et du coup, la reconnaissance, elle donne accès à des droits. Donc si la société reconnaît que j'ai un trouble qui me porte préjudice dans mon quotidien, comme on l'a dit dans les classifications internationales des maladies, qui altèrent mon fonctionnement global, donc ça veut dire que je suis censée avoir des droits pour me faciliter la vie. Donc en tant qu'enfant, par exemple, je suis censée avoir droit à un aménagement spécifique, pour les classes à une AESH, à une personne qui vienne m'aider à comprendre. Je suis censée du coup avoir droit à des soins. C'est un droit, et donc du coup comment je finance ces soins-là, c'est l'allocation pour enfants en situation de handicap, etc. Donc mais ça passe par le diagnostic, parce que la MDPH, donc la maison départementale pour les personnes handicapées, va avec ils ont une espèce de pool comme ça de psy et de médecins évaluateurs, ce qu'on appelle les psychologues et médecins évaluateurs de la MDPH, vont étudier les résultats de ces tests neuropsy. Et ils vont dire, ok, en fait, lui, il est autiste d'après tous les bilans qu'on a. Et donc, on va lui donner la reconnaissance du handicap. Et donc, cette reconnaissance-là donne accès à plein de choses, notamment à des sous pour pouvoir payer le psy, l'éducateur spé, la psychomote, etc. Et il y a des centres qui accueillent, je suppose qu'il y en a qui ne peuvent pas vivre, pas aller à l'école, pas aller vivre en extérieur. Est-ce qu'il y a des centres qui accueillent ces personnes ? Il y a 2 courants, là, tu poses une question tellement sensible. Ouais, je sais. Mais t'as un courant je le savais déjà quand je lui posais la question. Je m'en doute bien. Mais du coup, tu as un courant qui va te dire qu'ils peuvent tous aller à l'école, et qu'il faut mettre les moyens, etc. Et tu as un autre courant qui te dit ils ne peuvent pas aller à l'école, et donc il faut les mettre dans des structures spécialisées. Moi, je pense que je suis pas pour ces extrêmes, parce que moi, je les vois comme des extrêmes. Moi, je suis psy à la base, donc une clinicienne, donc je me dis que chaque profil est différent. Il faut évaluer, parce qu'on peut pas faire des évaluations au doigt mouillé. Et souvent, quand même, en France, on a une politique d'évaluation au doigt mouillé. Les gens sont pas trop formés, pas experts, pas d'outils, pas d'échelle, rien. Les gens s'autodiagnostiquent, donc c'est ça, exactement. Et du coup, tu te retrouves avec des moi, je pense que, moi, j'ai vu que, moi, je crois que... C'est sûr. Mais même des enseignantes, lui, il est comme ci, lui, il est comme ça.
du coup, comme il n'y a pas eu cette culture-là de l'évaluation et de l'objectivation des observations qu'on pouvait avoir, du coup, on a glissé vers un truc un peu totalitaire de soit ça, soit ça. Et ça, c'est problématique puisque moi, je pense qu'il y a des profils qu'effectivement, ils seraient plus adaptés dans des structures d'accompagnement où il faudrait les mettre à jour au niveau ne serait-ce que dans la posture d'élève. Parce que pour pouvoir accéder aux apprentissages, il faut savoir rester assis. Oui, voilà. C'est compliqué déjà. Exactement. Donc, pour un enfant qui a un TDAH avec le profil hyperkinésie, etc., c'est très compliqué. Qui, en plus, a un TSA, qui, en plus, a... Enfin, voilà. C'est très compliqué. Quand tu as un TSA, le bruit dans la classe, mais il y a plein de choses. 35 élèves par classe, oui, bien sûr. Donc c'est compliqué. Donc pour moi, il faut d'abord les prérequis à la posture d'élève pour d'abord ensuite penser à cet élève, il peut être en classe. Parce que c'est pas lui rendre service que de le mettre dans une classe avec 30 élèves, avec une maîtresse qui est débordée, avec un temps d'AESH de 2 heures par semaine. Enfin, c'est juste qui connaît pas son trouble, qui n'est pas formé. Donc voilà, je pense que c'est du cas par cas et on peut être maltraitant quand on veut. On peut penser bien faire, mais je pense que c'est pas bien pour ces profils-là parce que tu peux traumatiser des gamins. Déjà que l'école n'est pas hyper adaptée pour des neurotypiques, je trouve. Alors pour des personnes qui sont des enfants qui sont vulnérables et des familles vulnérables, je trouve que c'est pas une super bonne idée, quoi. Et tout à l'heure, tu parlais de la Belgique parce que je crois savoir qu'il n'y a pas de centre en France qui accueille les personnes autistes. Et c'est la France qui paye à la Belgique, c'est Alors, ça ? En fait, il y a des centres, des centres. Là, je parle pour la population adulte, puisque ça arrive, mais c'est quand même assez marginal de retrouver des enfants qu'on envoie en Belgique pour être accompagnés. Ça concerne beaucoup plus les adultes, mais effectivement, en France, on n'a pas beaucoup de structures qui proposent un accompagnement digne, focalisé sur les méthodes qui ont prouvé leur efficacité, comme les thérapies cognitives et comportementales dont sont issues les méthodes ABA, donc Applied Behavior Analysis, donc l'analyse du comportement appliqué, ou encore la méthode TEACH pour l'aménagement des espaces visuels et du traitement de l'information, etc. Il n'y en a pas, en fait, en France, il y en a très très peu. Du coup, comme les Belges, ils ont quand même des structures qui permettent... alors, pas toutes. Ils en ont plus que nous, visiblement, puisque l'État français leur donne 300 millions d'euros par an. Pour pouvoir ne pas avoir de centre. Voilà, c'est ça. Donc, c'est quand même beaucoup. Donc, par exemple, pour le département de la Somme, c'est 3 millions d'euros que le conseil départemental de la Somme donne aux institutions belges pour s'occuper des personnes autistes françaises. Donc, tous les habitants de la Somme, les habitants autistes de la Somme, ils sont souvent orientés en Belgique et financés par le département. Ça doit pas être facile pour les familles de devoir mais c'est pas facile en France. D'envoyer la personne qui a Ah non, c'est pas facile du tout, mais c'est même scandaleux. Oui, on peut dire. T'es dans la région PACA, t'es là, voilà. C'est ça. Tu dis, t'as 300 millions par an. Pourquoi tu les donnes pas à des structures françaises pourquoi tu ferais pas des centres dans chaque région pour éviter d'envoyer des gens à l'autre bout de l'Europe c'est ça. Mais oui, du coup, on n'en a pas beaucoup en France et quand on en a, en fait, on leur propose pas des soins à proprement parler vers l'orientation et l'inclusion dans la société. C'est beaucoup ce qu'on dit, dans notre jargon, c'est de l'occupationnel en fait. On va faire du puzzle, on va faire de l'équitation, on va se promener, on va aller au centre commercial. Et puis le gars, il reste 15 ans dans cette structure, il a pas évolué d'un iota en fait. Et on n'essaie même pas de l'intégrer dans la société quand on le met dans une structure et voilà quoi. C'est ça, c'est des déficiences qui sont acquises en fait pour beaucoup d'entre eux. En fait, ils sont pas du tout stimulés et on leur propose toujours la même chose et des choses qui sont pas très, qui risquent pas de leur faire augmenter en QI quoi. Parce que du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des enfants jusqu'à maintenant, mais donc toi, tu te spécialises dans le travail chez l'adulte et donc chez ceux qui ont développé, alors je ne sais pas si c'est un syndrome savant, du coup on dit en plus. Alors la terminologie, elle ne fait pas consensus, mais moi je travaille effectivement sur le syndrome du savant,
qui est pas du tout en lien avec le syndrome d'Asperger, c'est pas du tout la même chose. Mais le syndrome du savant, c'est la coexistence de capacités extraordinaires ou d'îlots de capacités extraordinaires comme une super mémoire, la présence d'habileté dans le calcul du calendrier, dans l'art, dans la musique, mais qui coexistent du coup avec de gros déficits au niveau de la communication, au niveau de l'adaptation, de l'autonomie, etc. Donc c'est le syndrome du savant, mais comme il ne fait pas consensus, alors ce que m'ont conseillé mes directeurs, donc Laurent et Émilie, c'est de parler de capacité spéciale, de capacité extraordinaire. Donc c'est le titre de ma thèse. Capacité spéciale. Et donc ça concernerait quelle proportion environ des... Eh ben, selon une étude de 2009 de Holling là, et collaborateurs, ça concerne 37% des personnes autistes qui auraient reçu un diagnostic de sévérité, donc de vie d'autiste sévère. Ça concernerait, je parle au conditionnel, puisque en fait, pour ceux qui ont un petit niveau de langage, chez ceux-là, on a réussi à voir justement qu'il y avait ce syndrome qui était présent. Mais par exemple, pour beaucoup de personnes autistes, il n'y a pas de langage oral. Donc c'est difficile, par exemple, si on veut savoir si ils ont une mémoire extraordinaire, il faudrait qu'ils soient capables de relater des faits qui seraient vécus. Et donc là, on n'est pas en mesure de cibler ces personnes-là. Donc elles sortent un peu de notre radar. Et on n'a pas les outils en fait, pour les évaluer. Exactement. Ça s'exprimerait principalement chez les cas les plus sévères, mais c'est chez eux que c'est le plus dur à détecter. Oui, exactement. Ça s'exprime aussi chez des cas qui sont... Mais vraiment, c'est un tout petit pourcentage, qui ne sont pas du tout autistes, qui ont des lésions cérébrales dans certaines régions, qui ont développé des compétences. Et le cerveau a compensé, il s'est dit, tiens, on a de la place, on va mettre ça. C'est ça, on va mettre ça en place. Ouais. Non, c'est exactement ça, c'est la thèse qui est défendue par mon directeur du coup au Canada et qui explique justement l'émergence de ces capacités-là par une compensation un peu naturelle que le cerveau aurait fait chez certaines personnes. Comme on voit des personnes qui ont perdu un membre, par exemple, c'est ce que j'allais dire. Et qui savent faire des trucs de dingue avec leurs pieds. Et ben là, ce serait un peu pareil, quoi. Dans l'idée où le cerveau il recycle en fait, il perd pas de place. De toute façon, c'est trop important de gérer tout ce qui est cellulaire à l'intérieur. Donc si ça sert pas à ça, on va le changer. Ça va servir à autre chose. C'est des connexions qui sont inédites en fait. C'est des connexions inédites qui sont pas censées justement être liées, se faire. Et pourtant, elles se font, ces connexions neuronales entre. Ils recyclent. Voilà, c'est ça. Parce que du coup, toi, ton objectif, c'est... Parce que, alors, a priori, du coup, c'est ce que tu nous dis, c'est que c'est difficile à détecter. Et par ailleurs... Ces compétences-là spécifiques, Donc toi, ton objectif, ce serait de mettre en place des moyens de le détecter plus facilement dans le cadre de ta thèse. L'objectif, c'est de... Déjà, il fallait faire une revue, ce qu'on appelle dans notre jargon, une revue systématique de la littérature, qui finalement n'était pas vraiment tout à fait, parce qu'il y a différents types de revues, mais Laura est beaucoup mieux calée que moi sur le... Je suis un petit peu trop méthode. Donc c'est ça. Non, mais tu fais bien. La méthode idéale. Après, il faut pas l'appliquer. La méthode idéale. En tout cas, cette méthode, qui est la première méthode qui me permettrait de voir un peu d'y voir un peu plus clair dans comment ces personnes-là sont évaluées, qu'est-ce qu'on cherche à étudier chez ces profils-là. Et puis quels résultats, quels outils on utilise pour les évaluer. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'outils standardisés pour évaluer la présence des capacités extraordinaires chez l'enfant ou l'adulte autiste qui a reçu un diagnostic d'autisme sévère. Il y a cependant juste dans l'outil ADIR qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé, il y a 5 items qui permettent donc c'est un entretien semi-directif avec les parents, cet outil qu'on appelle ADIR. Et donc il y a 5 questions qu'on pose aux parents et on lui dit est-ce que votre enfant a des compétences particulières dans la musique, dans l'art, est-ce qu'il a un intérêt pour les chiffres, etc. Donc voilà, il y a juste 5 questions sur 150. Est-ce qu'il connaît toutes les décimales de pi? C'est ça, exactement. Non mais ça devrait être une question, t'as raison. Mais du coup, il n'y a que 5 questions, donc c'est ce qui n'en fait pas un outil standardisé. Oui, c'est très vague en fait. C'est très vague. Il y a des compétences en art. Exactement. Dans les yeux des parents, ça peut être oui, alors qu'en fait, pas spécialement. C'est exactement ça. Donc l'idée, c'est de construire un outil standardisé qui permette
d'évaluer concrètement la présence de ces compétences extraordinaires, d'autant qu'on sait qu'elles apparaissent en général tôt, en fait, dans le développement de l'enfant. Moi, rien que pour prendre le cas de mon petit frère, à 2 ans et demi, il était capable de reconnaître un mot dans le dictionnaire, alors qu'il avait arrêté de parler. Et il n'était pas à l'école, puisque à l'époque, l'école n'était pas obligatoire à l'âge de 3 ans, c'était à l'âge de 6 ans. Et donc, nous, ça nous a un peu fait flipper. Donc, comment il ne parle pas, il n'a pas appris à lire ni à écrire, comment il est capable de reconnaître des mots dans le dictionnaire. C'était très particulier. Mais du coup, effectivement, moi, mon objectif, c'est de créer un outil standardisé qui permette de repérer ces particularités-là extraordinaires chez les enfants et chez les adultes, pour pouvoir ensuite amener les professionnels du diagnostic, donc les psychologues, les médecins, à l'utiliser pour pouvoir orienter ces profils-là vers des prises en charge adaptées, où on pourrait leur apprendre, par exemple, comment avoir une conversation avec une personne, comment comprendre les émotions de l'autre, etc. Mais en partant de leurs intérêts et de leurs forces, en fait. Puisqu'on sait que si on part des forces des personnes, de ce qu'elles aiment, il y a déjà une motivation intrinsèque plus qui fait qu'on ne va pas les perdre en chemin, quoi, puisque là, ils vont avoir une attention focalisée sur la tâche, mais parce que la tâche, nous, on l'aura en tant que soignant, on l'aura adaptée à leur profil. Si c'est quelqu'un qui aime les calculs du calendrier, on adaptera tous les apprentissages qu'on voudra lui inculquer en lien avec les calendriers, les chiffres, etc. Voilà. Et est-ce que, donc on n'a pas spécialement parlé des substrats biologiques, un petit peu, tu as mentionné un peu les différentes régions qui pouvaient être touchées. Est-ce qu'on voit une vraie différence chez les personnes qui ont développé ce type de capacité d'un point de vue cérébral, directement en neuronate Ouais, alors de ce qu'on a vu chez dans ces populations-là, c'est quand on les met dans des IRM fonctionnels et qu'on leur demande, quel jour on était, le 10 novembre 1942, ce qu'on observe, c'est que c'est pas du tout les mêmes régions qui sont sollicitées. Si y avait cette première hypothèse du calcul, on disait en fait ils calculent. C'est pour ça, on les appelle d'ailleurs les calculateurs de calendrier. Ouais, d'accord. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était pas du tout la région du calcul qui était sollicitée pour répondre à cette question-là, mais que c'était une région visuelle. Et c'est assez aberrant, en fait, c'est comme si on avait l'impression qu'il avait imprimé qu'il voyait tous les calendriers devant lui. Oui, ça paraît, c'est marrant. Okay. Et du coup, il pioche. Mais techniquement, comment c'est possible, en fait? On ne peut pas les avoir tous vus, les calendriers du monde. Mais c'est assez particulier. Du coup, effectivement, c'est pas les mêmes régions qui sont sollicitées. Ils ont un traitement du coup de l'information visuelle et des différentes cognitions, du calcul qui est ces différentes régions qui sont sollicitées. C'est comme si là, je te demandais de dessiner un bonhomme avec ta main et que tu allais le faire avec ton pied, quoi. Et que tu arriveras à dessiner parfaitement bien avec ton pied. Ok, intéressant. Étrange. Donc, tu dis que tu voulais développer un outil. Cet outil-là, tu l'as pensé comment? Est-ce que tu veux que ce soit à destination des personnes pour pouvoir les évaluer directement, ou à destination des personnes, des proches, donc les parents, etc. C'est vraiment pour les parents et les éducateurs, surtout les éducateurs, du coup, les éducateurs, les psychologues, les professionnels finalement. L'idée, c'est que ce soit ce qu'on appelle en hétéro-rapporté, mais d'une personne qui accompagne quotidiennement la personne autiste, mais voilà, pas vraiment il y aurait une version pour le parent, il y aurait une version pour les professionnels. Ok. Et du coup, tu as déjà une idée des catégories que tu vas mettre dedans et comment tu vas Les catégories... Si tu peux en parler, sauf si c'est confidentiel, sûr. Je sais pas trop. Absolument pas, il n'y a rien de confidentiel. Non, les catégories, en fait, ce qu'on retrouve régulièrement dans la littérature comme compétences qui ressortent de chez ces profils-là, c'est souvent l'hyperlexie. Donc, il y aura des items qui vont pouvoir évaluer l'appétence pour les lettres. Par exemple, on sait qu'il y a des profils qui sont capables de reconnaître les caractères, la police d'écriture. Donc, typiquement, donc on sait que moi j'en connais 3, dont mon frère. Vous lui montrez n'importe quelle phrase, il vous dit si c'est Times, si c'est Calibri, si c'est machin.
Donc c'est assez, voilà. Okay. Donc il y a des items qui vont évaluer cette compétence-là, parce qu'on la retrouve très souvent dans la littérature. Comme je vous ai dit aussi, c'est l'art, la musique et le calcul du calendrier. Okay. Donc l'idée, c'est de générer des items qui vont évaluer ces différents domaines-là. Donc pour le calcul du calendrier, voir quel est du coup le niveau, par exemple, alors déjà d'intérêt pour les chiffres et pour les lettres, et ensuite jusqu'à quand, jusqu'où la personne peut remonter dans le temps, peut aller, voilà. Sûr. Et au niveau de la rapidité aussi, combien de temps elle met pour répondre à la question. Donc si il met 1 minute, ce sera pas entre guillemets un vrai calculateur de calendrier, parce qu'il y a déjà des échelles là, qui sont en cours de développement par le laboratoire du docteur Mautron, donc mon directeur, pour justement voir qui est vraiment un calculateur de calendrier autiste qui ne l'est pas. Parce qu'il y a des stratégies qu'on peut mettre en place. Si là, je te donne 1 heure, si je te pose la question, voilà, quel jour on sera le 3 janvier 2025-2026, tu vas pouvoir me donner la réponse. Ouais. Tu vois, ça fait pas de toi. Mais nous, on a besoin de savoir si cette compétence-là était présente dans la toute petite enfance. Oui. Et du coup, c'est là où ça va nous aiguiller sur, effectivement, on est en présence d'un syndrome du savant. Oui, parce que je pourrais très bien avoir envie de prendre toutes les décimales de pi. Exactement. Et de passer pour quelqu'un qui a... c'est ça. Alors qu'en fait, du toutes coup, les décimales, on s'entend. L'intérêt est moindre. Alors l'intérêt est moindre, mais tu sais, tu pourrais... Oui. Mais du coup, nous, ce qu'on suppose, c'est que c'est des compétences qui sont pas forcément travaillées, du coup, qui sont innées. Oui, c'est ça. L'un des champs qui nous permet, l'un des concepts aussi qui nous permet d'expliquer pourquoi certaines personnes ne font aucun effort pour répondre à ce type de questions et d'autres aussi. L'une, en tout cas, des pistes, c'est la présence de la synesthésie. Ouais, c'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est le mélange des sens et qui font que tu vas mieux te rappeler d'un événement, mais tu fais aucun effort en fait pour te le remémorer. Finalement, ça vient naturellement. Le 5 janvier, oui, c'était un mercredi, parce que le mercredi c'est orange, et dans ma tête ça sent l'orange, et il y a plein d'explications comme ça qui sont un peu extraordinaires, mais voilà, l'idée c'est de dire que si tu l'as, t'es pas censé faire d'efforts particuliers pour le faire. Et est-ce qu'on en est au point où on se rend compte que c'est même pas conscientisé chez ces personnes-là, et ça peut être utile justement le caractère non conscientisé. Exactement. C'est très utile justement parce qu'on suppose que c'est pas conscientisé. Okay. D'où le fait parce que ça prend moins de temps en termes de traitement d'informations si c'est automatique. Ouais. Et puis on sait, Baron Cohen nous l'a montré dans les années 80, qu'ils ont un tel déficit dans la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est la capacité à reconnaître les émotions chez soi, chez les autres, s'imaginer des actions mentalement, l'imaginaire, etc. On sait que c'est tellement en déficit chez les personnes autistes. L'étude de Baron Cohen a montré que même des enfants qui avaient une trisomie 21 avec déficience intellectuelle réussissaient mieux que à ce test-là de la théorie de l'esprit, le test de Sally et Anne, le fameux test très connu dans le monde de la psycho. Ils réussissaient beaucoup mieux à ce test que les personnes autistes qui avaient pourtant un bon niveau. Donc comme quoi, la théorie de l'esprit, c'est quelque chose qui est très... Donc c'est lié à la conscience de soi, la conscience de l'autre. Et on sait que c'est en déficit. Donc du coup, ça vient appuyer cet effet de... on sait que c'est pas forcément conscientisé. Parce qu'il y a un déficit dans la théorie de l'esprit. Parce que sinon, il serait capable de se dire « Ah ben, je suis capable de faire ça et j'ai telle compétence. » Mais ce truc-là, effectivement, tu as raison. Ils l'ont pas par ce biais-là, mais simplement, quand en général, ils répondent à des questions, ils voient l'effet que ça fait chez les autres. Ils voient qu'ils sont félicités, c'est super, mais t'es trop fort. Donc ils ont compris par un conditionnement opérant que effectivement cette compétence-là, ça les valorise socialement parce que papa est content, maman est contente, et donc ils ont compris que c'était une force chez eux. Et en dehors de la théorie de l'esprit, du coup, ils n'ont pas trop de métacognition. Ah bah non, parce que c'est lié. C'est lié, la métacognition, c'est lié. Donc ils ne sont pas capables de se rendre compte qu'ils sont autistes. Tu dis des mots vachement compliqués, il va falloir attention. Voilà. Mais c'est elle, la psychologue, donc c'est elle qui va l'expliquer. Parce que du coup, je suppose qu'ils ne se rendent pas compte non plus qu'ils sont autistes. Oui, alors ça c'est... Pour certains profils, encore une fois, en fonction de si tu as été pris en charge précocement, donc ça va réduire certains symptômes de l'autisme, comme dans toutes les pathologies, évidemment. Si tu as une rééducation précoce, etc., donc tu vas avoir des techniques
on va dire des process qui vont te permettre de mieux comprendre l'interaction sociale. Si je vois là que tu souris et que tu me regardes, je vais en déduire que tu passes un moment agréable. Donc je vais me dire ok, mais je le sais parce que ça m'a pris un peu de temps et d'énergie d'analyser que là ta bouche elle fait comme ça, que tes yeux ils sont verts comme ça. Donc ça me prend de l'énergie cognitivement d'interpréter ce signal là, et donc je peux continuer par là. Mais ça je l'ai appris. Tu vois, c'est pas un truc, je suis pas arrivée au monde avec ces bagages là pour me dire ah ok, tu vois, nous ça nous coûte rien. De toute façon tout ce qui est automatisé chez l'humain ça lui coûte pas d'efforts. Sinon on arrêterait de respirer. Exactement, c'est ça nous coûte pas. Donc tout ce qui me coûte pas, je peux, j'ai plus d'énergie pour me consacrer à quelque chose qui va être coûteux. Donc par exemple à comment je vais répondre, comment je vais te répondre pour que tu comprennes bien, quels gestes je vais pouvoir associer à ma parole pour que tout ça soit intelligible. Mais pour une personne autiste, c'est un apprentissage, tu vois, de comprendre tout ça. Ouais. Okay. Alors juste le point métacognition, une petite définition. La méta, tu fais des interros maintenant. Des interros, pardon. En fait, c'est l'ensemble des cognitions qui permettent à la personne de mieux se comprendre et de mieux agir. Donc, par exemple, je sais que j'ai plus de facilité à reconnaître ce qui est écrit plutôt que ce qui est écouté. Donc, je connais mes forces et je sais du coup m'adapter, ce qu'on appelle dans le jargon de la métacognition moto-régulée, parce que j'ai en main toute mon niveau de compétence. Je sais que, par exemple, je suis impulsive. Je sais que par exemple, jouer de tel instrument de musique, ou que je suis forte dans tel ou tel domaine, dans plein de cognitions différentes. La lecture, c'est une cognition. Les mathématiques, c'est une cognition. Tout ça, c'est des cognitions. Donc, je connais mon niveau dans chacune de ces cognitions-là, et j'ai conscience de ça. Donc, j'ai conscience que je suis forte dans tel domaine et que je suis faible dans tel autre domaine. Et la connaissance de ça va me permettre de m'autoréguler, donc de choisir mes activités à dessein. Si je sais que je ne suis pas très forte pour écouter des consignes orales et que je suis quelqu'un de plus visuel, donc je vais demander à la maîtresse, parce que j'ai fait une super remédiation cognitive avec la psy, je vais demander à la maîtresse de me donner plutôt des consignes visuelles, parce que je retiens mieux l'information comme ça. Ça ne veut pas dire que je suis handicapée ou que j'ai un problème, ça veut dire que je retiens mieux comme ça. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que ça veut dire. Ça, c'est un processus long, parce que moi, je sais que c'était à la fac que je me suis rendu compte qu'il fallait que j'écrive les trucs et que je les lise et que je les imprimais sur la page et je me rappelais de cette manière, quoi. Mais ça m'a pris du coup énormément d'années d'études. Moi, je copiais tous mes cours. Mais ça sert à rien. Ouais, et une étude d'Unload, je crois, en 2015, qui a évalué justement sur une cohorte de 400 étudiants quelles étaient les meilleures stratégies de mémorisation. Et le fait de surligner, d'apprendre par cœur, etc., ça marche pas bien du tout. Et la meilleure... Moi, je faisais pas ça, c'est que j'écrivais trop mal et que j'arrivais pas à me relire. Non, je dis pas que ça marche pas dans le sens de... Je dis pas que ça marche pas dans le sens où on réussit pas ses examens. Oui, bien sûr. C'est Dunlod, je crois que c'est son nom. Lui, il testait la mémorisation, en fait. Quelles étaient les meilleures techniques de mémorisation, et c'est vraiment pas celle-là. La meilleure technique pour se rappeler des choses sur le long terme, c'est de se tester et de se corriger. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est de se tester. Ah ouais, ça aussi, on finit par s'en rendre compte en général. Moi, c'était expliquer aux autres. Oui, bah oui. Mais toi, c'est ça. J'avais toujours une pote qui n'était rien en physique, par exemple. Et quand je devais me débrouiller avec une petite formule et que je lui expliquais la pression, j'étais alors, tu poses ta main sur le mur. Mais il y en a pour qui sur ça une marche. Surface. Mais on est tous différents, du coup, si toi ça marchait comme ça, la métacognition, t'as fait preuve de métacognition, t'as été capable de. C'est pas évident, quoi. Ça prend du temps. Et Donc je comprends que quand t'es enfant, vraiment, tu te rends pas compte que. T'as un programme qui travaille la métacognition qui s'appelle le programme PIFAM, un programme canadien qui a été du coup un peu traduit. Si toutefois on reconnaît que le canadien est du français, mais typique gratuit. Mais parfois c'est vraiment pas du français. Mais du coup, c'est de très très loin. Ouais, c'est ça. Mais ça vient d'Angoulême à la base. Hein. C'est des des gens de Charente-Maritime qui sont allés au Québec et qui se sont installés. Donc. Mais ils sont super loin. Ouais, c'est ça. Je savais que la Charente-Maritime c'était un endroit différent en France. C'est loin, il fait froid. Bon voilà, ça a bougé. Quoi qu'il en soit, ce programme-là, pour les enfants, du coup, il est hyper bien adapté parce que on sait, comme tu disais, que la métacognition, c'est vraiment,
il faut toute une vie parfois pour se rendre compte de nos forces, de nos faiblesses, etc. Mais du coup, il explique par exemple par des ateliers à l'enfant, lui permet de reconnaître à travers un atelier très ludique qui s'appelle « Quel est mon hémisphère chouchou ?» Donc si je préfère les choses, si je retiens mieux ce qui est visuel par exemple, c'est le gauche. Si je suis plus attirée par ce qui est sonore ou je retiens mieux ce que j'entends, c'est l'hémisphère droit. Et du coup, le nom de l'atelier, c'est « Quel est l'hémisphère chouchou ?» Mais à la fin, on a un espèce de score quand on le coche et on sait. En fait, c'est apprendre aussi sur comment mon cerveau fonctionne, apprendre l'histoire de la pathologie que j'ai. Ça vient d'où? De maman, papa, d'un accident, ce que j'ai glissé dans l'escalier, j'ai chopé un TDAH. C'est vraiment ça, c'est apprendre. Il y a toute une partie où on apprend l'origine de la pathologie qu'on a et ensuite comment je fonctionne avec cette pathologie-là. Il y a une patiente psychotique à Charles Perrin qui avait déjà dit qu'elle avait attrapé la schizophrénie en mangeant des tomates. Oui. Voilà, donc elle aurait besoin de ce petit atelier. Elle avait 50 ans. Et alors, il y a... Ne mangez pas de tomates, c'est dangereux. Moi, je suis là pour mettre l'ambiance dans ce podcast. C'était trop sérieux. Il y a un aspect qui nous manque du coup dans ton intitulé qui est donc le travail et l'être employé. Parce que du coup, ce que j'ai lu de ce que tu nous as envoyé, c'est qu'il y avait 98% des personnes atteintes de TSA qui étaient sans emploi. Et donc, comment tu veux inscrire ton travail donc ton objectif, ce serait de faciliter finalement une insertion professionnelle. Exactement. En fait, alors pour le sujet que j'étudie, donc les compétences extraordinaires chez ces profils-là dits sévères, bien que on sache plus ou moins grâce aux médias, aux films comme Rain Man, etc., que c'est bluffant de réussir à faire ce genre de calcul ou de se rappeler de telle image à l'identique et de pouvoir la reconstituer. Donc c'est impressionnant, certes, mais on ne sait toujours pas à quoi ça peut servir. En fait, à part impressionner dans les médias, etc., à part dire le truc de ouf, il sait faire ça, etc. En fait, à quoi ça sert de savoir faire des calculs du calendrier? À quoi ça sert de se rappeler de chaque détail de ce que j'ai mangé, de la météo qui faisait, de quelle chanson est passée en tel ordre dans cette radio-là? À quoi ça sert de faire ça? Aujourd'hui, ce qui est accepté dans la littérature, c'est de dire que ça sert à rien. Pourtant, adorable. Voilà, c'est sympa. C'est que ça sert à rien. Pourtant, il n'y a aucune étude qui a essayé de montrer que ça pourrait peut-être servir à quelque chose. De savoir calculer, de savoir de se rappeler de telle ou telle chose, de savoir dessiner un objet à l'identique, etc. Donc moi, mon challenge, c'est d'emprunter entre guillemets la petite porte avec ces personnes-là et de montrer que avoir cette compétence spécifique, le calcul du calendrier par exemple, ça peut être une plus-value dans le monde du travail si on arrive à trouver une tâche qui se rapprocherait de cette capacité-là. Parce que si on met une personne, par exemple autiste, qui a cette compétence-là du calcul du calendrier dans une tâche qui implique, par exemple, de savoir quel jour tombera le 5 janvier parce que je dois gérer des stocks de fournitures et je dois livrer tel machin. Si on met une personne à ce poste-là, donc on rend service à la personne, puisque du coup, elle va kiffer faire son travail, puisque c'est en lien avec son intérêt et sa capacité extraordinaire. Et du coup, on rend aussi service à l'entreprise, puisque c'est une personne qui... ça a été démontré que quand on les met dans des tâches spécifiques, elles demandent moins de pauses. Alors, on n'est pas dans un truc éthique, déontologique, machin, mais c'est qu'elles demandent elles-mêmes moins de pauses. Elles savent qu'elles peuvent prendre des pauses, mais elles en demandent moins. Du coup, elles sont beaucoup plus productives comparées. Donc, il y a une étude comme ça en Angleterre qui l'a montré, où en fait, elles sont plus productives, les personnes autistes dans l'emploi, plus productives que des personnes neurotypiques, parce que elles vont moins fumer, elles vont moins faire des pauses café, etc. Elles vont rester focalisées sur la tâche. Tous les trucs sociaux qui se développent. Exactement. Du coup, elles sont pas par goût. C'est ça. Et café du coup, club, en fait, c'est pas par goût. Voilà, c'est ça. Donc, mais ça, faut pas le dire trop fort parce qu'il y a certaines entreprises qui vont être très intéressées et pas pour les bonnes raisons. Pour les bonnes raisons. Donc, faut le dire doucement.
Mais du coup, voilà, l'idée, c'est de dire comment... Parce que moi, je travaille vraiment sur les profils sévères, ceux qu'on envoie en Belgique ou qu'on met dans des hôpitaux psy. Et voilà, on ferme la porte à double tour et on n'en entend plus parler. Donc, l'idée, c'est de réhabiliter un peu ces personnes-là en disant, OK, il a peut-être le profil de quelqu'un de très déficitaire, très sévère, mais on a évalué chez lui la présence d'une capacité extraordinaire qui pourrait mettre à profit. Et à travers cette capacité-là, on peut lui apprendre à comment parler, comment je sais pas moi, faire des demandes, comment écrire, enfin voilà, être un peu plus dans la société. Et du coup, il pourrait être utile et pour vous et pour lui, et tout le monde est gagnant, c'est du win-win, quoi. Oui. Au lieu de l'enfermer et qu'il n'interagit jamais avec personne autre que des éduques et des personnels du soin, quoi. Ouais, c'est sûr, quoi. Et du coup, ces profils-là, donc il y a une association qui est l'une des seules en France à faire ça, qui s'appelle l'association VETA, Vivre et Travailler Autrement. Pour la petite histoire, c'est donc Jean-François Dufresne qui était directeur du groupe Andros, qui a un fils qui est autiste et qui a refusé à chaque fois les orientations, que ce soit en foyer d'accueil médicalisé, en hôpital psychiatrique. Et donc il a dit non, mon fils, je sais qu'il sait faire plein de choses, même s'il parle pas, même s'il a des troubles du comportement, etc. Je crois en lui, je sais qu'il peut travailler. Et donc, il a créé au départ un tout petit dispositif au sein de l'usine Andros, et il a pu démontrer que des profils sévères pouvaient travailler s'il y avait des aménagements visuels, s'il y avait des choses pour les accompagner, des professionnels formés pour les accompagner, ils pouvaient être tout à fait productifs et donc montrer qu'effectivement, ils ont aussi leur place dans la société. Et du coup, tous les autres groupes ont suivi, donc les groupes LVMH, Dior, L'Oréal, etc. Et ils ont chacun ouvert des dispositifs qui accueillent 5 à 7 personnes qui ont reçu un diagnostic d'autisme sévère avec déficience intellectuelle et qui montrent chaque jour que ces personnes peuvent travailler. Donc c'est les seuls en fait aujourd'hui à faire ça avec, je crois, une autre entreprise qui s'appelle Biscornu. Mais donc l'idée, c'est de pouvoir les employer. Et moi, je m'insère, donc je travaille avec ces groupes-là pour pouvoir, d'une part, démontrer que si certains d'entre eux ont un syndrome du savant, sur quelles nouvelles tâches on peut les mettre, puisque jusque-là, c'est plutôt des tâches liées au conditionnement ou c'est des tâches répétitives, donc c'est des tâches assez classiques. Mais l'idée, et c'est la volonté de ces groupes-là aussi, c'est de pouvoir offrir un éventail d'activités professionnelles plus larges pour les mettre sur des tâches, par exemple, de gestion des stocks, en lien avec les fournisseurs, ou par exemple, chez Hermès, ces profils-là qui sont sans langage déficitaire, ils peuvent très bien aussi dessiner des nouveaux modèles de sac à main ou de choses comme ça. Donc, c'est pouvoir utiliser leurs forces pour les inclure et éviter de les envoyer en Belgique en hôpital psy, quoi. Mais c'est marrant parce qu'on fait beaucoup ça avec tout ce qui est troubles neuro et troubles psy. Genre, on ferme les yeux et on fait comme s'ils n'existaient pas et on met rien en place pour les habiliter dans la société. Là où maintenant, ça serait aberrant d'avoir une entreprise où il n'y a que des escaliers et pas d'ascenseur. Et tu ne te poserais pas la question, en fait. Tu dirais, mais ça va pas. Comment vous voulez faire pour accueillir des gens qui ne peuvent pas après, marcher, c'est en des fait. mentalités. Tu as aussi des gens qui continueront à te dire qu'on en a marre, on en fait toujours plus pour les minorités, on voit pas pourquoi on doit tout changer pour je sais pas combien de pourcents de la population. Mais bon. Alors, ce sont des gens que nous n'avons pas envie d'écouter. Non. Donc, J'ai un petit badge où il y a marqué « Va te faire cuire le cube ». Je pense que je leur dédicace à ces gens-là. Très bien. Donc voilà, l'objectif, c'est de pouvoir les insérer et de leur donner des tâches dans lesquelles ils vont performer et ils vont du coup se sentir bien. En tout cas, c'est l'hypothèse qu'on fait. Et tu veux y aller ? Non, je t'en prie. Okay. Et du coup, donc tu dis que tu travailles avec ces groupes. Oui. Donc il y a un certain nombre de personnes qui travaillent déjà chez eux, des personnes autistes. Exactement. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Tu vas dans les entreprises, tu interroges les personnes avec qui ils travaillent ou les personnes en elles-mêmes, etc. Alors déjà, je fais pas mal de réunions, j'ai fait pas mal de réunions il y a plus d'1 an et demi. Je continue à rencontrer les équipes dans ces usines-là. Donc là, rien que la semaine dernière encore, j'étais chez Guerlain et chez L'Oréal pour leur montrer quels sont les outils qu'ils vont devoir utiliser pour évaluer ces personnes-là. Donc après, c'est moi qui fais le traitement des résultats
résultat, à l'interprétation et compagnie, mais c'est les professionnels sur le terrain qui vont, par exemple, devoir compléter la brief, l'échelle hétéro-rapportée pour l'évaluation des fonctions exécutives. Et donc, l'idée, c'est de présenter les outils, parce que souvent, c'est des psychologues éducateurs qui ont été recrutés pour accompagner ces personnes-là dans les entreprises. Donc, dans un premier temps, ce serait ça, du coup, de faire ce travail-là d'essaimage auprès des professionnels-là. Et puis ensuite, j'ai tout un travail où je dois analyser les tâches auxquelles ces personnes sont affectées. Et je dois observer toutes les autres tâches auxquelles ces personnes ne sont pas encore affectées. Okay. Donc, des tâches qui pourraient être faites dans des bureaux, dans différents endroits. Donc, il faut que j'ai une liste exhaustive de tout ce que Guerlain, par exemple, propose à l'ensemble de ses employés. Et donc, voilà, juste de savoir plus ou moins. Après, c'est des familles, tu vois, t'as la compta, t'as le RH, voilà, t'as des choses comme ça. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir analyser ces tâches-là. Et concomitamment à ces analyses-là, il y a les évaluations des profils de ces personnes. Et donc, l'idée, c'est de trouver des matchs. Quelle tâche peut matcher avec la compétence repérée chez la personne autiste. Ok, donc l'outil que tu as développé, tu vas aussi le faire passer complètement pour justement voir est-ce que c'est en adéquation ce qu'ils leur ont proposé par rapport à ce qu'ils savaient vraiment faire. Et qu'est-ce qu'on peut leur proposer d'autres, en fait, parce que pour l'instant, on leur propose encore une fois des tâches de conditionnement, tu vois, des trucs simples qui se disent c'est simple, et donc comme il est déficient, on va lui donner un truc simple sans se demander si c'est en accord avec ce qu'il aime faire et sait faire ou pas. Après, ils sont contents de travailler, ils ont voilà, donc mais l'idée c'est que ce serait, on pense, c'est l'hypothèse, ce serait plus valorisant pour ces personnes-là de faire quelque chose en lien avec ce qu'ils savent faire le mieux et qui leur coûte pas trop, en fait, puisque on part du principe, encore une fois, que c'est quelque chose qui est assez intuitif et qui leur coûte pas trop d'énergie. Par exemple, de faire des calculs du calendrier, ça leur coûte pas le même effort que toi, quoi, par exemple. Ça n'a rien à voir, mais tu viens de dire un truc qui m'a refait penser à une question que j'avais tout à l'heure que j'avais oubliée. Tu as des petits mots primer là qui me tariguent. Tu disais tout à l'heure qu'eux, ils ont un apprentissage, par exemple, pour reconnaître les émotions. Donc, quand tu souris, un apprentissage explicite, ce qu'on appelle. Il me semble, de mémoire, qu'il y a des études qui sont faites sur l'eye tracking. L'eye tracking, pour savoir où est-ce qu'ils regardent sur les visages pour essayer de déconner. Et du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, sur qu'est-ce qu'on sait sur ça? Eh ben, ce qu'on sait, c'est que déjà, c'est une technologie assez extraordinaire. En général, l'oculométrie et toutes les études en lien avec ça. Nous, on a un labo à la fac qui bosse sur ça. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir voir où se pose la rétine, donc sur une image, que ce soit vidéo ou photo, lorsqu'on va poser une question. Donc, par exemple, pour une personne qui a un bon niveau de langage, si on lui dit, à ton avis, où est-ce que ce bonhomme regarde ? En règle générale, pour répondre à cette question-là, c'est une personne qui est verbale, etc., elle va donner la bonne réponse. Si je montre par exemple un bonhomme qui regarde un bol de Smarties, il va dire il regarde le bol de Smarties. En revanche, donc c'est une étude qui a été menée là récemment, si on prend la même image et qu'on met le bonhomme au milieu, 4 paquets de bonbons, un à gauche, un à droite, un en bas, un en haut, et on lui demande, à ton avis, quel est le chocolat, le bonbon que le bonhomme préfère, en voyant explicitement que le regard du bonhomme se dirige vers le paquet de M&M's, et ben là, la personne est incapable de répondre. Alors on se dit, mais c'est ouf, puisque en fait, il est capable de savoir où il regarde, puisque dans la première condition, il a été capable de dire il regarde là. Mais quand on utilise des mots spécifiques, donc qu'est-ce qu'il préfère, là, ça renvoie tout de suite à la cognition sociale et du coup, théorie de l'esprit. Et du coup, je dois inhiber ce que moi, je préfère. Donc, je ne dois pas donner la réponse qui me concerne. Si moi, je préfère les Kit Kat, là, il ne faut pas que je dise que je préfère les Kit Kat. Il faut que je dise
que voilà, cette personne préfère tel chocolat. Et donc, effectivement, le light tracker, il est très, très utile, notamment pour les personnes qui sont non-verbales, non-oralisantes, puisqu'on peut poser une question et voir à quel niveau quel est le niveau de déficit au niveau de la compréhension réceptive et du traitement de l'information visuelle. Où est-ce que la personne va regarder et combien de temps, la fixation par milliseconde se pose la rétine. Donc on voit finalement ce qui est pertinent pour cette personne sur une vidéo ou sur une photo. Et de là, on a finalement une mesure indirecte de son niveau de compréhension finalement. Puisque si je vois que sur une photo où je montre une photo où il se passe une action de dingue, je sais pas, un garçon qui essaye d'aider sa maman qui est tombée, par exemple. Donc là, normalement, c'est quand même l'endroit principal là où il faut regarder. Mais si je vois que moi, mon gamin ou mon adulte... Il regarde le soleil. Ouais, il regarde le soleil ou le buisson pendant, je sais pas, 30 secondes sur 40 secondes où je lui expose la photo. Il était hyper beau ce buisson. C'est que ça me dit à quel point mon gamin ou mon adulte ne comprend rien à ce qui se passe, en fait. Il regarde pas au bon endroit, donc c'est pas... Ouais, c'était un peu ça avec les émotions aussi, c'est qu'ils regardent pas les yeux et la bouche, et du coup, pour comprendre... Mais après, on a quand même pas mal de retours de personnes qui ont parlé, qui ont, comme on disait avant, des hauts potentiels intellectuels, et qui nous expliquent pourquoi elles évitaient de regarder les yeux quand elles étaient petites, etc. Puisqu'en fait, il y a un trop-plein d'informations qui se dégagent à travers les yeux, le regard d'une personne, et c'est pas gérable, en fait. C'est pas... Donc ça peut être volontaire. Ah oui, bien sûr. Temple Grandin nous l'expliquait aussi. On a Daniel Tammet aussi, des grands scientifiques et des personnes qui sont autistes et qui ont parlé tard. Pour Daniel Tammet, il me semble que c'était 8 ans, 9 ans. Il y en a qui ont parlé très tard et qui sont aujourd'hui en mesure de nous dire pourquoi, en fait, elles évitaient de regarder dans les yeux, qu'est-ce que ça renvoyait pour elles, telle expression, telle... Pardon pour l'aparté, j'avais... Non, mais c'était très bien. C'était très bien. Je pense qu'on a quand même fait un bon tour du sujet. Est-ce que tu penses qu'on a oublié des thématiques importantes Juste, moi, je me rappelle, tu m'as posé une question sur le 98% des personnes qui travaillent, et j'ai répondu, mais pas comme je... il y a une précision que je voulais rajouter. C'est qu'en fait, 98% des personnes autistes ne travaillent pas. Les 2% d'entre elles travaillent dans ce qu'on appelle des environnements protégés, dans des ESAT, des établissements et services accueillant des personnes, des travailleurs en situation de handicap. Donc, ce qu'on appelle des milieux protégés. En milieu ordinaire, en milieu ouvert, c'est les entreprises qu'on connaît comme vous et moi. Donc là, on en a très, 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 très peu. C'est peut-être 0, je sais pas combien. Ils sont peut-être 40 en France à travailler. C'est-à-dire qu'un CDI en 39 heures, c'est... Ah ouais, non, mais ça n'existe pas. De toute façon, ils ont des aménagements en termes d'horaire, etc. Mais du coup, effectivement, donc, comme ils travaillent pas, ces gens-là, qui n'ont pas accès au travail, donc il n'y a pas d'études qui permettent d'évaluer la qualité de vie au travail de ces personnes. Et donc, la dernière partie de ma thèse, c'est qui est mon étude 3, c'est d'évaluer la qualité de vie au travail des personnes autistes travaillant en milieu ordinaire. Donc, qu'est-ce que ça leur apporte ? Donc, ceux qui sont chez Dior, exactement, Hermès, etc. Exactement. Donc, qu'est-ce que ça leur apporte de travailler avec des personnes lambda dans un environnement certes aménagé, mais pas trop, puisque le self, etc., c'est pas forcément aménagé. Est-ce qu'il y a une plus-value ou pas ? Enfin, voilà. Mais du coup, là aussi, on s'est heurté à beaucoup de difficultés méthodo, parce qu'il n'y a pas d'outils qui permettent d'évaluer la qualité de vie au travail des personnes autistes. Donc, il y a un outil qui permet d'évaluer ça chez les personnes avec déficience intellectuelle. C'est un outil suisse, donc qui n'est pas standardisé, qui n'est pas validé, mais qui a été fait par un directeur des AT qui a suivi quelques cours à la fac et qui, il sait plus ou moins faire des petits trucs. Donc, on va, nous, le prendre et on va essayer de l'adapter et de l'utiliser pour évaluer la qualité de vie au travail des personnes autistes. Parce que en termes de volume horaire, et ça ressemble à quoi leur contrat chez ces boîtes-là ? Par exemple, chez Andros, Guerlain et L'Oréal, ils arrivent sur les lieux à 8h30 et ils travaillent jusqu'à 12h30. Et en fait, c'est des matinées pour la plupart d'entre eux. Et puis l'après-midi, ils ont un logement partagé, en fait, une espèce de colocation où ils vont pouvoir faire... tout ce qui est en lien avec les tâches de la vie quotidienne. Ils vont aller faire les courses, ils vont apprendre l'autonomie dans les transports, dans les centres commerciaux, la gestion du budget, les soins.
enfin toutes ces choses-là. Du coup, l'après-midi, c'est dédié à ça. Mais le matin, ils sont dans les entreprises avec les autres. Et ils ont des éducs en continu qui sont avec eux, etc. L'après-midi, ils ont 2 éducs pour 7 personnes. Et puis au travail, oui, ils ont un éducateur, un coach qui est là pour eux, pour 2 personnes. Donc c'est assez bien organisé. C'est quasi du 1 pour 1. Ouais. Mais parce que y a pas besoin qu'il y ait du 1 pour 1, puisque finalement il y a des aménagements qui sont faits dans les entreprises, donc ils savent exactement quoi faire, où le faire, qui solliciter en cas de difficulté. Donc tout est adapté visuellement, et puis ils ont une période d'essai de 6 mois renouvelable une fois, donc ils peuvent être en période d'essai pendant 1 an, mais ils ont un vrai contrat avec une vraie période d'essai, etc. Et c'est des personnes... Est-ce qu'il y en a dedans qui ne parlent pas du tout ? Oui. Okay. Luc, le fils de Jean-François, ne parle pas du tout. Okay. Il y en a énormément qui ne parlent pas du tout. Et comment ça se passe au niveau de l'entreprise ? Comment ils mettent en place comment ils gèrent ça ? Il y a une formation qui est donnée en amont, du coup, notamment par un organisme pour lequel je travaille. Donc j'ai précisé, mais j'ai précisé dans les documents que je lui ai envoyés, mais c'est une thèse CIFRE. Donc je travaille avec un établissement de formation qui s'appelle Formavision, et donc avec des professionnels compétents dans cette boîte-là, qui vont former en amont les équipes qui vont accueillir ces professionnels-là. Donc, il y a de la supervision aussi faite par Formavision auprès de ces groupes-là pour pouvoir justement accompagner au mieux l'arrivée de ces autistes-là dans les entreprises. Donc, ils sont accompagnés en amont sur qu'est-ce que l'autisme, comment on gère, quelles sont les méthodes recommandées par la HAS. Et puis, par la suite, ils ont de la supervision chaque mois. On a des psychologues bien formés qui interviennent dans ces groupes-là pour accompagner et les professionnels médico-sociaux et les autres ingénieurs, secrétaires, comptables, qui peuvent les croiser au self, dans les couloirs. Pour pouvoir interagir avec eux, etc. Voilà, exactement. Et il te reste combien de temps de thèse ? Là, il me reste 1 an et demi. Ok, parce que j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de travail. Oui, il y a beaucoup de travail, Mais je pense que j'arriverai pas. Plus j'avance dans cette thèse, plus il y a on a toujours envie d'en faire plus. Voilà, tu sais ce que c'est. On a toujours envie d'en faire plus, donc ce sera des études après, quoi, en postdoc ou. De toute façon, ça continuera sans toi. Quand tu seras parti, tu feras les papiers dans 5 ans. Exactement. I know, je suis encore sur mes papiers de thèse. Bonjour. C'est ça que ça fonctionne. C'est ça. Surtout à l'échelle quand tu travailles avec l'être humain, en fait. Ah bah oui, mais tellement de choses qu'on apprend. Sur des souris, ça serait tellement plus rapide. Non, mais l'humain, c'est extraordinaire. Mais alors, par contre, t'as toujours le gap de faut rencontrer les personnes, faut faire des questionnaires, faut faire des machins, et ça prend beaucoup de temps. Des observations, les traiter, les analyser, et puis t'as le terrain qui te donne tellement de nouvelles pistes aussi, des choses auxquelles t'as pas pensé, parce que c'est des gens qui n'ont rien à voir avec notre champ, en fait, qui sont pas du tout dans la santé, et du coup qui t'amènent des idées extraordinaires, et tu dis mais j'ai envie de faire ça, mais après t'as les directeurs derrière qui te disent non mais en fait t'as pas le temps. Non. Mieux est l'ennemi de bien, donc tu feras ça, c'est déjà bien. Voilà. Avec une phrase qui sort beaucoup dans la recherche. Les perfectionnistes en PLS quand ils font une thèse. C'est horrible, hein. Mais il faut qu'on apprenne à se faire violence, parce que sinon on est vite frustré. Ok, trop bien. Est-ce que tu as encore des questions ? Là, pour le moment, non. Mais du coup, on va passer à la partie 2. En général, on demande aux personnes qui viennent ici qu'est-ce qu'elles font pour se sortir la tête de la thèse. Est-ce que tu as des activités ? Ouais, beaucoup d'activités. Je fais du squash. Ok. Ça ressemble à du tennis, mais en mieux. Je rigole. Je rigole. Je plaisante. La tête rigolote. Non, mais ça va. Oui, quand PLS. Je voulais pas te piquer. Non, mais j'aime bien le tennis. Non, mais j'adore le tennis. Mais je le préfère au squash. Mais ok, il n'y a pas de galère. Chacun son truc. J'adore le squash. Mais oui, après, les voyages, je voyage pas mal. Après, mon travail avec le Formavision aussi, je vois tellement d'équipes que je peux superviser, où j'interviens en formation, et c'est pas les mêmes populations, donc ça me fait un peu sortir. Mais après, moi, je trouve pas que ma thèse je suis vraiment passionnée par ça, et j'en parle beaucoup avec mes collègues au laboratoire. Moi, si j'ai fait de la recherche, c'est vraiment pour essayer de trouver des solutions
parce que je suis concernée de près. Donc l'idée, c'était vraiment de trouver, si je ne fais pas une thèse pour faire une thèse, comme je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont choisi ça un peu par dépit. Pour la plupart, ils n'ont même pas forcément choisi leur sujet de thèse. Voilà, on leur a proposé à la fin du Master 2. C'est ça, c'est que toi, tu es revenu après avoir exploré un peu le milieu professionnel. Moi, j'ai fait tous les... Quand je suis arrivée directrice, je pensais vraiment naïvement que... Quand j'ai commencé en tant que psy, je me suis dit, mais il y a trop de trucs qui vont pas, en fait, dans ce système, ça va pas, j'aimerais bien changer 2-3 trucs. Et puis je me suis dit, mais ça doit être parce que je suis psy. Et donc, je suis pas trop... on se dit, là, c'est la psy, elle donne des conseils, mais c'est bien beau, tu veux sauver le monde, t'arriveras pas. Donc, je me suis dit, mais peut-être que si j'avais un poste plus, tu vois, d'encadrement... peut-être que ça irait mieux. Et puis j'étais cadre de santé, je me suis dit je suis responsable des soins, mais en fait je suis toujours pas écoutée, donc je me suis dit peut-être parce que je suis je sais pas assez haut dans la hiérarchie, donc vas-y, je vais passer directrice. Et quand j'étais directrice, je me suis dit en fait il y a un truc qui cloche, parce qu'on me remet toujours souvent un statut de femme ou mon âge, mais t'as l'âge de mon petit dernier, des médecins que... Pas super. J'étais leur N+1, même leur N+2, et on me remettait ça un peu dans la tronche. Je me suis dit en fait c'est bien pourri. Donc, et on me reproche toujours que tu peux pas sauver le monde. Ça, c'est un truc que j'entendais depuis très longtemps. Et on me reproche un peu l'investissement que je pouvais avoir. Des gens qui ont abandonné et qui n'ont pas envie de voir ça chez des gens qui arrivent avec de la motivation et qui pensent donner bonne conscience, préfèrent descendre. Les exemples qui sortent assez classiques. Tu as l'air de tellement connaître. J'ai mis un peu trop de... Ça se voyait que tu étais touchée. J'ai mis un peu trop d'émotion. Parler de toi. Non, mais tu as raison. Du coup, moi, j'ai vite compris que je me suis dit, je peux pas changer qui je suis, parce que j'aime vraiment ça. Je veux vraiment aider et comprendre et être utile aux autres, voilà, dans cette boule bleue pleine d'eau qui flotte dans le noir absolu. Un peu de sens dans l'existence. Et du coup, je me suis dit, je changerai pas ça. Je fais toujours les choses comme ça. Et il faut que je trouve un domaine dans lequel ça ne me sera pas reproché. Et du coup, la recherche, on ne me le reproche pas. Avec mes collègues que j'embrasse, Louise, que tu connais, que je connais, qui vont venir dans Marie, une semaine. Daphné, tout le monde, Benjamin, tout le monde. Mais on reste très, très tard. On ne compte pas nos heures. On est là le matin, on reste jusqu'à 21h à la fac. Vraiment, voilà. On aime ce qu'on fait et on... on voit pas ça comme une tare. Donc, je parlais du squash, j'adore faire du squash, j'adore sortir, j'adore faire plein de choses, mais j'aime beaucoup ce que je fais, en fait. Ton but n'est pas de le fuir dès que tu peux. C'est ça, exactement. Je fuis pas ça. C'est vraiment agréable. C'est pas un boulot alimentaire, la thèse, quoi. Exactement. Il y a autre chose. Je deviens influenceuse, je crée un compte Instagram et je gagnerais bien mieux. Non, je rigole, je sais pas, mais ça m'intéresse pas trop, ça. Donc, ça marche. Bon, trop bien. On a fait le tour, du coup. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter que tu n'as pas dit ? Est-ce qu'on aurait oublié des trucs hyper importants ? Franchement, non, je crois pas. Trop bien. Je crois pas. Est-ce qu'on se ferait peut-être des petites recos ? J'ai plein d'idées en plus, donc on va peut-être pas commencer par moi. Non. Donc moi j'en ai. Toi. Allez, Vas-y. Moi si j'ai une reco, c'est un peu facile, mais en ce moment, j'ai fait découvrir un livre à mon copain qui s'appelle L'Odyssée du Sacré, duquel je suis tombée amoureux, pas de mon copain, je suis aussi amoureuse de lui. T'étais déjà amoureuse avant de lire le livre. Mais du coup, ce livre vraiment extraordinaire qui s'appelle L'Odyssée du Sacré de Frédéric Lenoir et qui parle de l'histoire des croyances et pourquoi l'humain, depuis la nuit des temps, a besoin de croire en quelque chose et pourquoi c'est un élément important à la survie de l'humanité. On croit que nos parents sont bons quand on est tout petit et on a besoin de croire en ça, sinon en fait on peut pas leur faire confiance et on peut pas écouter ce qu'ils nous disent, on peut pas manger ce qu'ils nous donnent à manger, etc. Et donc le livre commence par cette petite histoire-là, un peu de l'humanité. Il m'a fait penser au livre d'une brève histoire de l'humanité de Yuval Noah Harari, qui est extraordinaire, Homo sapiens. Et du coup, c'est un peu la même chose, mais version et croyance, la spiritualité, et pourquoi on en a besoin, et pourquoi ça répond à un besoin fondamental de l'humain de croire, juste le fait de croire, quoi. Donc il est super, ce livre. J'ai adoré. Ça donne envie, j'avoue. Ça me donne envie de le lire parce que c'est une question que je me pose souvent. Pourquoi les gens y croient ? C'est vrai. On croit tous en quelque chose. Oui. Et moi, je suis pas du tout ni spiritualité ni religion et du coup c'est quelque chose qui me paraît presque aberrant en fait. Mais moi c'est l'inverse. Je me dis comment les gens ne font pour pas
pas se poser des questions sur le devenir, sur le pourquoi. Parce que ce que disait Stephen Hawking, il disait toujours la science aujourd'hui a toujours répondu à la question du comment, mais jamais au pourquoi. Enfin, pourquoi le soleil se lève à l'est, je crois, se couche à l'ouest, pourquoi ces choix, pourquoi... Et aujourd'hui, ce qu'il expliquait, c'est qu'il y a la spiritualité qui répond à la question du pourquoi. Pourquoi on vit, pourquoi on meurt. Oui. Ouais, enfin, du coup, c'est... La philosophie. la philo, il explique, hein, dans ce livre-là, il y a toutes ces réponses. C'est pour ça que moi j'adore tout ça. Très intéressant. Okay. Laura. Et vous, du coup, alors, est-ce que j'ai réfléchi à une Si t'as rien, on n'a rien, on est nul. Si j'ai rien, mais... qu'est-ce que j'ai ici? Je peux recommander une chanson que j'ai bien aimée, que j'ai entendue récemment. Okay. C'est la chanson Knock Knock de Tip Stevens. Ah, ok. Voilà. Okay. Il a fait un clip qui est super. Tu dois la chanter maintenant, je crois. Bien sûr, exactement. C'est du rock. Ah, ok. Donc je ne vais pas chanter. Je sais que Tip Stevens, il est produit par Floral Records maintenant. Et du coup, ils ont fait un super clip qui leur a coûté cher, si j'ai bien compris. Et vraiment, c'est une chanson que j'aime bien. Ok, voilà. On écoutera. Donc, Knock Knock de Tip Stevens. Trop bien. Et toi, ouais. Alors, Loïc, qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai pas grand-chose. Je pourrais recommander notre propre podcast. Ah bah oui, ouais, très bien. Tu l'as déjà fait, ça, je crois. Ouais, je crois que j'ai déjà utilisé cette méthode. Non, mais j'aurais rien d'original à sortir aujourd'hui. Écoutez, on a regardé Seven hier soir parce qu'il fallait refaire la culture cinématographique de Laura. Non, parce qu'en fait, je l'avais déjà vu au lycée, mais je l'avais vu avec une pote. Vers 3h du matin, on s'était endormi devant. Et je crois que ça t'est arrivé au moins deux fois, je crois, avec Léa, que ça arrive. Et du coup, je n'ai jamais vu en entier. Et là, ça t'a plu? Oui, ça m'a plu, c'était bien. Qui est donc un film de David Fincher. Et bon, Seven, c'est celui qui est probablement le plus connu, ou parmi les plus connus de sa filmographie. Mais peut-être que je peux recommander son dernier en date. Je crois que c'était son dernier, The Killer, sur Netflix. Qui est vraiment moins connu, avec David Fassbender dans le premier rôle, et qui est vraiment atypique comme film, je trouve. Donc tu suis... Michael Fassbender. Michael Fassbender, ouais. J'ai dit quoi? David. C'est son frère. C'est le nom de son personnage dans Prometheus. J'ai été un peu traumatisé par le film. C'est assez marquant que ça en dit long sur... C'est le robot dans The Killer. C'est sur l'état de... Putain, il m'a marqué. On le voit. Et donc il joue un tueur à gages, obsessionnel et vraiment avec une personnalité hors du commun, flippant et à la fois un peu fascinant. Et bon, voilà, c'est très particulier. Ça reste du Fincher, ça parle pas beaucoup, c'est très beau. Donc voilà, ça sera ma recommandation. Il était très bien en plus, ce film. Je me rappelle. Cool. Trop bien. Bon, Laura, où est-ce qu'on nous retrouve? Bah, dis donc. Vraiment, on se dépasse. J'adore. J'ai lancé ça. De squash. Et bon, vous nous avez écouté sur une plateforme de podcast, mais en fait, on peut nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Ah ouais? Et oui, on peut nous retrouver sur Ocha, typiquement, qui est notre hébergeur, mais aussi sur Deezer, Spotify, Podcast Addict, peu importe. Ah, je savais pas. On est dispo partout gratuitement, sur toutes ces plateformes. On peut aussi me retrouver surtout sur le compte Instagram Taisez-vous, où je dis des conneries de temps en temps et j'annonce les sorties d'épisodes. On peut aussi nous retrouver depuis pas longtemps sur Patreon, mais vous aurez un petit blabla au début de cet épisode qui dira vous pouvez nous retrouver sur Patreon. Entendu parler. Voilà, au début de l'épisode, sauf si vous avez zappé. Et on peut aussi nous retrouver sur Discord, même si le Discord n'est pas très actif. Pour ceux qui ont Discord, on a un Discord pour que vous puissiez discuter de différents sujets de thèse, si vous voulez donner des offres de thèse ou de trucs aux uns aux autres, ou même faire participer des gens à des recherches. Ça peut aussi être une plateforme qui peut servir à ça. Si je voulais recruter des gens, ça peut aussi servir de médiateur, bien sûr. Mais trop cool, ça m'intéresse. Ouais, Discord. Voilà, si tu as un petit questionnaire à faire passer en population générale, tu dis bonjour. Hop. Si vous vouliez 10 personnes qui peuvent remplir ça serait super. Voilà, merci. Ou juste recenser des opinions, genre à votre avis, vous êtes une personne qui a ces compétences-là. À quoi ça pourrait servir à votre avis? Et alors là, les gens donnent plein d'idées. Ah ouais, tu peux faire ça. C'est juste une population très ciblée parce que l'utilisateur de Discord, c'est pas n'importe qui. Il a rarement plus de 60 ans. Il y a des chances qu'ils soient plutôt jeunes, qui jouent plutôt aux jeux vidéo. C'est ça. C'est quand même. Il y a beaucoup de geeks. Il y a beaucoup de geeks. C'est bien. Si on utilise Discord, c'est pas parce que c'est par la magie du geek. Ok. Moi, j'utiliserai, je pense. Voilà.
Et on espère que vous avez apprécié cet épisode. Oui. Et puis on se retrouve dans le prochain épisode. Ouais. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut.